Je m'appelle Nicolas Maury, je suis acteur, maintenant cinéaste et je fais une interview pour l'Araignée. Alors tout d'abord, première question, comment et quand êtes-vous arrivé dans le milieu du cinéma? Est-ce que c'est un milieu, le cinéma, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'on tombe dedans quand on regarde un film ou est-ce qu'on tombe dedans quand on travaille dessus? En tout cas, je dirais que peut-être c'était en 96, pour le tournage de Ceux qui m'apprendront le train de Patrice Chéreau. C'était mon premier rapport devant une caméra. Donc c'était il y a longtemps maintenant, j'avais 15 ans. Et voilà, c'était la première fois, c'était fou, c'était une expérience assez géniale pour moi de travailler genre une vingtaine de jours sur ce film. J'étais entouré de très grands acteurs comme Jean-Louis Trintignant, Valérie Bruni-Tedeschi, et c'était incroyable pour l'adolescent que j'étais, c'était assez fou. Et comment vous êtes arrivé sur ce projet-là? J'ai vu passer un casting, ils cherchaient des gens dans le Limousin, et en fait, ce qui était censé être un petit rôle de 3 jours, comme en fait ils savaient que j'étais en option théâtre, Patrice Chéreau, etc., ça les a un peu touchés. Et je travaillais Coltès à l'époque, Roberto Zucco, qui était une pièce qui était très à la mode, très jouée, et je jouais Roberto Zucco. Il se trouve que Patrice Chéreau l'avait monté, lui, avec Coltès, l'auteur qui était vivant à l'époque. Il est mort du sida, Coltès. Et donc du coup, ça les a touchés, cette espèce de correspondance avec cette pièce-là de théâtre. Donc ils ont un peu développé mon rôle et je suis restée une vingtaine de jours. Ok, super. Alors aujourd'hui, vous venez présenter le film Garçon chiffon. Je voulais vous poser la question, j'imagine qu'on vous l'a déjà posée, mais j'aimerais bien avoir votre réponse. Est-ce un film autobiographique? Non, pas du tout. Donc ça, j'ai toujours eu cette question, donc non. Non, c'est pas un film autobiographique, c'est un film personnel, il y a vraiment une différence. Okay. De taille même, c'est-à-dire... ce qui est autobiographique, c'est le fait de se rapprocher de son regard quand on est artiste. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment ses yeux qui voyons. Donc, c'est sa vie, son regard, ses pensées. C'est même finalement c'est ce qu'il y a de plus personnel que les détails de sa vie. Et puis moi, dans mon film, il y a pas du tout. De toute façon, j'arriverais pas, je crois, à faire un film qui raconterait ma vie, puisque j'ai toujours l'impression d'avoir une vie vraiment entre les films. Enfin, je veux dire. Je me sens tellement vivant quand je fais les films ou quand j'écris ou quand, mais j'ai une vie tellement banale, tellement pas du tout que du coup voilà, si on faisait un film sur ma vie, ça passionnerait pas grand monde, je crois. D'accord. Jérémy est un personnage très très sensible et je voulais savoir comment vous avez voulu transmettre sa sensibilité et sa fragilité à travers son personnage. Comment, je sais pas. Après, j'ai voulu dresser un personnage masculin qui me semble pas tellement vu dans le cinéma et français et peut-être mondial, j'ose le dire. C'est-à-dire, j'appelle ça, c'est comme un soldat de la fragilité. C'est quelqu'un, Jérémy, qui est très fort pour une chose, c'est parce il sait qu'il est en désordre et il sait qu'il a quelque chose, donc il va mener cette quête existentielle malgré lui, et c'est dans le malgré lui qu'est la comédie du film. C'est pas tout à coup, sinon ce serait un drame de savoir l'origine du désastre, etc. Là, il y a un peu une chose légère parce que il a un côté un peu sans idée parfois. Il se colle aux choses. C'est ce qu'on appelle sa sensibilité. Effectivement, il n'a pas de filtre entre lui et le monde. Il a choisi un métier où on pourrait croire qu'il faut plusieurs masques quand on est acteur. Il faut comme si en fait on jouait jamais soi-même, qu'on jouait toujours une autre personne que soi. Et lui, Jérémy, et là en ça il me ressemble un peu. Il a un peu l'impression inverse. Il a l'impression que la beauté aussi d'un parcours artistique, c'est d'arriver à être la même personne tout le temps et de garder ce drapeau-là. C'est-à-dire après il faut jouer des rôles, etc. Mais de déposer en fait quelque chose de soi-même. Et donc Jérémy, il peut pas s'en empêcher. Et je trouve que c'est la beauté de ce personnage d'être finalement
la même personne tout le temps. En tout cas, voilà. Et je dirais sa sensibilité, je l'ai véhiculée comme ça. C'est quelqu'un qui tout le brûle, comme on dit, la lucidité, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. C'est René Char qui dit ça. Donc la lucidité pour lui est une blessure. Donc on peut dire qu'il est fragile, qu'il est jaloux maladivement, mais ce serait trop simple. Il est pas malade. Il voit les choses du reste. Donc cette chose, c'est un être lucide et brûlé. C'est en ça qu'il est très très sensible. D'accord. Et ça va me permettre du coup d'enchaîner sur la question. Est-ce que vous pensez pour vous que justement sa jalousie est une forme d'expression de ses émotions à Jérémy ? Non, je dirais la jalousie, c'est pas comme un mode opératoire pour exprimer, c'est un symptôme d'autre chose en tout cas. Mais c'est pas une maladie pour moi. C'est quand j'étais un lecteur de La Recherche du temps perdu de Proust à 20 ans et j'ai lu toute la recherche. C'était mon arrivée à Paris. Moi, je suis provinciale et effectivement, en lisant cette œuvre complètement phénoménale et comme une bombe en fait, qui raconte que en fait, Marcel Proust n'assumait pas du tout son amour pour les hommes. C'était une époque où c'était pas du tout... mais c'est partout dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inquiétude aussi, parce quand il parle de Robert de Saint-Loup, le narrateur, il y a une chose comme ça c'est comme s'il disait qu'il était amoureux de cet homme et qu'il pouvait pas le vivre, et donc naît à ce moment-là la jalousie. Et après, il a transposé la jalousie avec Albertine, dans La prisonnière, qui sont des pages absolument sublimes sur ce qu'est l'état jaloux, c'est-à-dire c'est une inquiétude des signes, c'est-à-dire un jaloux, c'est quoi ? C'est un fabricant d'histoire, un fabricant de fiction. C'est quelqu'un qui, comme on dit, se fait des films pour aller vite. Et je trouve que c'est l'endroit effectivement absolu du cinéaste. Moi, c'est vrai que j'ai vécu ça. Dans ma vie privée, j'ai senti, en aimant quelqu'un très précisément, ce truc monter en moi. Comme vraiment une plante ou une fleur étrange qui pousse, mais au lieu de dire ah c'est horrible, c'est affreux, quand on est jaloux c'est qu'on n'aime pas, enfin toute cette chose populaire qui dit non mais moi je suis pas jaloux, alors que je trouve qu'il y a beaucoup de malhonnêteté par rapport à ça, parce que comme si jaloux c'était comme le fameux péché ou tout à coup un défaut, alors que je pense que ce que dira Barthes plus tard, c'est aussi une puissance de déchiffrement des signes du monde, c'est-à-dire c'est un jaloux qui peut analyser je sais pas, une baisse d'intérêt chez l'être aimé, ou tout à coup l'être aimé qui va être attiré, il le voit à vue même avant que l'être aimé ne soit attiré. C'est comme une préfiguration du désir voilà. Donc moi je trouve que ça c'est pas la question que vous avez posée, c'est pas dans ce sens-là. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui est inquiété par le monde, mais parce qu'aussi il est amoureux de cette personne particulière qui s'appelle Albert et qui finalement n'accepte pas cette inquiétude chez l'autre. Donc en ne l'acceptant pas, en ne disant pas écoute je vois cette inquiétude, ça crée vachement du désordre. Par exemple Phèdre, elle dit vois toute ma fureur, et à partir de là, si l'autre avait répondu d'accord je la vois, parlons-en, il n'y aurait pas eu de tragédie. Je pense que le jaloux, on aime bien aussi le mettre seul, comme toute maladie finalement. On aime bien ostraciser quelqu'un qui ressent ça. Or, je crois que s'il y a un langage, ça va enlever toutes ces fins qui sont pas souhaitables à la jalousie. D'accord, merci pour cette réponse. Et je voulais savoir, à travers Garçon chiffon, quel message avez-vous voulu faire passer ? Alors, très importante question, le cinéma ne doit pas faire passer de message pour moi. Non mais je vous le dis, pour moi, il y aura des gens qui vous diront, parce que pour moi, le message du cinéma, mais d'autres gens vous diront vraiment autre chose, mais pour moi, c'est le cinéma. C'est-à-dire que c'est Godard qui disait, il y a qu'une, la politique du cinéma, c'est le cinéma. Le message, c'est normalement, ce serait des communicants qui feraient passer des messages, des gens qui travaillent dans des ministères, normalement, dans une société idéale. Or, c'est pas ce qu'ils font, ou sinon ce sont des messages mentis. Je dirais les seules vibrations, c'est quoi ? C'est la réparation par la fiction. Ça, ce sont pas des messages, c'est des croyances plutôt. C'est plus fort encore. C'est la tendresse aussi. C'est aussi ne pas se dire qu'en tant qu'être humain, on a fait le tour de ses parents, ou on a fait le tour de sa vie. Se dire aussi que
les gens bougent et que sa mère, elle n'est pas qu'une mère et que, en fait, le temps d'un été, on croyait, nous, bien malins, les enfants, de dire non, mais moi j'ai quitté mes parents, ou cette fameuse phrase, je redescends souvent, qui peut être parfois un petit peu, je trouve un peu injuste, et puis même mettre dans l'image de redescendre chez ses parents, pour ceux qui sont montés, ça. C'est juste de dire que continuons à être délicats, un principe de délicatesse avec les gens qu'on aime et avec, je dirais que c'est ça la bannière, le drapeau de Garçon Chiffon, et puis surtout se dire que la vie parfois c'est une passion, que dans le sens où il n'y a pas que la passion du Christ, il y a aussi des passions païennes et qu'on a des destins, des passions, c'est-à-dire ce sont des chemins précis, et que souvent quand on est dans des périodes noires, on voit que la période de tout de suite là maintenant, et là je pense que peut-être vous, c'est ce qui vous est arrivé avec une absence de lien ou une absence de communication avec des gens de votre âge, ou de ne pas se voir, avec toute cette chose qui vous a beaucoup, vous, la jeunesse, je trouve particulièrement amputée. Mais notre endurance d'être humain, je trouve que on peut la tester dans des situations comme ça. C'est-à-dire donc en se disant ça fait partie de la passion de cette vie, c'est-à-dire que c'est à la fois affreux, mais dans notre faculté à pouvoir traverser cette période, c'est en ça qu'on va être des êtres humains intéressants. Et je dirais que c'est ça aussi une des autres voies de Garçon Chiffon. Donc j'avais pas prévu qu'il y aurait cette épidémie, cette pandémie. Et surtout c'est pas tellement la pandémie, mais tout ce que ça a généré comme comportements sociaux et comme fermeture et comme aussi inquiétude que j'ai eue sur les devenirs de plateformes de salons. Et moi je me suis beaucoup engagée pour dire que le cinéma c'était au cinéma qu'on le voyait. On le voit sur ses tablettes si on veut, mais la salle obscure c'est quelque chose qui est très très important pour une société. Et donc voilà, donc je dirais qu'il y a aussi tout ça, se dire que quelle que soit la vie en question, faite de désastres ou faite de petites gloires de temps en temps, il faut intégrer l'idée que c'est un chemin intéressant. Voilà. Un chemin rempli d'obstacles, voilà. Qui nous forge. Voilà, ok. Etc. Est-ce que pour vous, un cinéma du sensible, vous allez me dire si ce terme vous convient ou pas, un cinéma du sensible est-il possible aujourd'hui dans notre société actuelle ? Oui, bien sûr, il est possible, il est même souhaitable. J'aime bien ce terme sensible. De toute façon, c'est ce qu'on dit parfois des lentilles de caméra et de l'image, la sensibilité, la réaction, la réactivité à par exemple à un rayon de soleil, tout à côté, faut laisser passer le soleil, ça va cramer sinon l'image, et cette sensibilité de la pellicule, on tourne moins en pellicule maintenant, mais j'aime bien cette idée de sensible, comme si c'était déjà un état, mais comme si c'était une chimie aussi. J'aime bien aussi ça, cette idée que ce qui est sensible, donc c'est lié au sens, c'est presque lié pour moi presque au spiritisme, il y a la vie qu'on vit, et puis il y a d'autres vibrations aussi. Il y a des vibrations qui sont plus imprévues, plus indécidables. Et ça, c'est vraiment pour moi la définition du regard, et donc la définition du cinéma. Très bien, merci beaucoup. Je voulais savoir si vous aviez devant vous le petit garçon que vous étiez à 10 ans. Que lui diriez-vous ? Je crois qu'il est en moi, il n'est pas devant moi. D'accord. Je crois qu'il est cette chambre d'enfant d'où tout part pour moi. Ce qu'on appelle la caméra, c'est la chambre. Mais la chambre d'enfant, qui est comme la chambre d'écriture, la chambre d'avoir voyagé dans sa chambre. Ces voyages qu'on dit immobiles, mais qui sont hyper importants. C'est quelque chose que j'ai même pas besoin de le réactiver en moi. C'est quelque chose je crois vraiment être le même. Enfin, pour le coup, il n'y a pas d'idée d'ascension. Moi, je crois pas du tout. Je suis beaucoup plus asiatique, je crois. Je suis beaucoup plus horizontale que ça. Je trouve que tout est contenu. Tout se transforme, comme on dit, mais c'est comme un fleuve, la vie. C'est-à-dire, il n'y a pas le fleuve, il va être... et même s'il est plus large à un endroit, mais on sait plus d'où ça part et où ça va. Et donc, pour moi...
Enfin, c'est une de mes croyances, ça, par exemple, c'est de se dire que c'est plutôt je suis pas du tout séparée de l'enfant, ou je me considère en fait tout autant en ce moment dans un passage que je l'étais à mes 10 ans. J'ai toujours l'impression, je prends toujours la vie comme un passage, comme quelque chose qui est entre deux mondes toujours. Donc très franchement, j'ai pas trop de nostalgie. Je suis plutôt quelqu'un qui me semble un peu comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview, et je remercie également le Café des Images qui nous a permis de faire cette interview ici. Merci. Merci beaucoup.